Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet de l'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler vélo, comment progresser en vélo. On va voir les différents profils. Est-ce que l'entraînement est différent si on veut progresser en côte, sur plat? Est-ce qu'il faut faire un travail de fractionné, pas de fractionné, du volume? On va vraiment voir aussi des aspects un peu plus techniques sur les techniques de pédalage, comment peut-être placer sa selle, les positions. Bref, on va essayer d'avoir toutes ces informations. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, de Vincent, hein. Ça va, Vincent? La forme? Ça va, en forme, très content de parler vélo aujourd'hui. Ben ouais, en plus, on est en plein Tour de France, donc on a la chance de recevoir Mathieu. On a le temps, Mathieu, donc je te laisse le temps de te présenter pour nos auditeurs de 1000%. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous faites du vélo, à quel volume. Donnez-nous un petit peu votre niveau actuel. Ça nous permet aussi derrière d'avoir des invités plus ou moins techniques. Donc n'hésitez pas à nous donner votre retour en commentaire. Mathieu, je te laisse te présenter tranquillement et un grand merci d'être sur 1000%. Ouais, salut à tous. Bah, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler vélo. Voilà, moi je suis cycliste depuis pas mal d'années. J'en fais à haut niveau. Je suis voilà en National 1, donc c'est le plus haut niveau amateur en France. C'est juste en dessous les professionnels. Voilà, je suis dans l'équipe d'Aix-en-Provence. Et en parallèle de ça, j'entraîne aussi depuis quelques années. Voilà, j'ai principalement du haut niveau aussi à l'entraînement, donc ça soit donc des coureurs élites, mais aussi quelques professionnels. Et puis j'ai cofondé Cyclisme Performance Academy. Voilà, donc on est trois entraîneurs et notre objectif c'est voilà de partager nos connaissances et tout ce que la science peut nous apprendre, tout ce qui se fait aussi à très haut niveau, essayer de voilà de rendre ça accessible finalement au plus grand nombre pour progresser. Donc voilà, on fait des podcasts, des vidéos YouTube, des articles de blog, etc. Donc c'est vrai que le vélo après il y a différents profils. On sait qu'il y a des punchers, plutôt des Mm. sprinters, des grimpeurs. Est-ce que ça change énormément au niveau de l'entraînement ou est-ce qu'il y a quand même un socle commun à tous ces profils-là? Ouais, bah c'est vrai que c'est une bonne question. Ce qu'on peut voir à la télé, voilà, chacun a un petit peu son profil. Il y en a qui vont viser plus certaines étapes que d'autres. Voilà, on est en plein Tour de France, donc on le voit en ce moment. Et alors, il y a une base qui est quand même très génétique à ça, finalement, qui donc explique pourquoi il y a certaines différences de profil, voilà, sur les fibres musculaires, etc. Et finalement, au niveau de l'entraînement, ça reste quand même assez commun, parce qu'avant tout, il faut être un bon cycliste. Et finalement, les bases, ça reste toujours un peu la même chose, hein. C'est un sport d'endurance, donc il faut faire beaucoup de volume, voilà, un petit peu de travail à haute intensité, etc. On va pouvoir peut-être affiner un petit peu le travail. Effectivement, un grimpeur qui va préparer des cols très longs, finalement, on va faire du travail plus pour voilà, viser des efforts de 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, etc. C'est des choses qu'on fera peut-être pas forcément avec les autres profils, même si au final, pour un profil sprinter, par exemple, faut aussi qu'il passe des étapes de montagne, par exemple, hein. S'il est au Tour de France, faut qu'il arrive au bout de l'étape et en plus, faut qu'il soit dans les délais. Donc, c'est généralement entre 20 et 30% du temps du vainqueur. Voilà, s'il est trop lent, il pourra pas repartir le lendemain. Et puis surtout, s'il a pas le niveau, finalement, il va trop se fatiguer sur ces étapes-là. Et du coup, si le lendemain il y a une étape de sprint, il sera trop entamé. Donc, il doit aussi travailler finalement les efforts longs, les efforts de montagne, etc. pour être vraiment polyvalent. Et même finalement,
un sprinter, quelqu'un du coup qui aura vraiment beaucoup de fibres rapides, etc., bah, finalement, ça peut être quelqu'un qui sera peut-être un peu moins endurant de base. Et bah, sur des courses de vélo, c'est pas des courses, alors hormis sur le cyclisme sur piste où il y a des efforts très courts, mais sinon, bah, c'est une course de 150, 160 km. Finalement, il faut sprinter à la fin de cet effort-là et il faut bah, justement avoir réussi à s'économiser pendant tout le reste du temps. Si on arrive en fin d'étape complètement cuit, bah, le sprint, c'est évidemment plus le même et finalement, c'est entre celui qui a accumulé le moins de fatigue sur les 150 km précédents qui sera peut-être le plus rapide. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut un petit peu toujours tout travailler et qu'il n'y a pas vraiment une différence extrêmement flagrante sur l'entraînement entre les différents profils. Et voilà, peu importe le niveau aussi, hein, même si on est relativement débutant, bah ouais, faut avant tout être un bon cycliste. Donc voilà, c'est les bases à respecter, quoi. Et justement, c'est quoi être un bon cycliste? Parce que j'imagine que nos auditeurs, peut-être il y aura pas des professionnels qui vont nous écouter, mais plus Ouais. des amateurs qui veulent justement progresser. Il y a peut-être 3 qualités qui semblent importantes, c'est, celle de, comme tu dis, passer les bosses, grimper. Mm. Il y a aussi la capacité peut-être de rouler sur plat longtemps, avoir Ouais. des watts. Et il y a la capacité de sprint. Il y en a 3 ou est-ce qu'il y en a encore d'autres qu'il faut travailler? Non, je dirais que c'est principalement ça. Après, il y a aussi finalement l'aspect plus technique des choses en descente, etc. On peut perdre beaucoup d'énergie rien que dans des descentes. Finalement, entre quelqu'un qui est très à l'aise et quelqu'un qui l'est moins, bah oui, après chaque virage, il va peut-être falloir relancer un petit peu plus fort pour rattraper son copain qui a pris peut-être 2 mètres d'avance à chaque virage. Et finalement, à la fin d'une sortie, d'une cyclosportive ou d'une course, ça fait une énorme différence sur la fatigue générée. Donc, ouais, j'y rajouterais cet aspect-là, tu vois. Et justement, peut-être pour les... Ouais, vas-y, Vincent. Je vais rebondir Non, sur mais les c'est pour descentes. rebondir ouais, sur le fait que être un bon cycliste, tu parlais de base. Mm. Comment tu vois, toi, les besoins du cycliste? Comment tu détaillerais l'activité en soi d'être cycliste? Bah, déjà, c'est un sport d'endurance, quoi. C'est finalement être capable de faire un effort pendant plusieurs heures en continu. Alors, en vélo, c'est peut-être plus facile que d'autres sports d'endurance où pour le coup, en vélo, on a quand même des descentes, on a des moments où on peut ne pas pédaler, on peut quand même récupérer et quand même avancer. Donc bah, ça facilite quand même les choses. Mais voilà, c'est la première chose finalement, durer dans le temps et puis ensuite, bah voilà, bah être capable de développer une certaine puissance et bah, progresser à ce niveau-là. Après, une fois qu'on arrive à développer de la puissance, on arrivera à le faire en théorie sur le plat, en bosse ou en descente. Après, ça sera voilà plus les capacités techniques qui seront intéressantes. Mais, euh, mais clairement, la capacité d'endurance, parce que même si on est très très fort, très explosif pendant quelques minutes, si on n'a vraiment aucune capacité d'endurer cet effort-là, bah, finalement, si on fait une côte à bloc avec un copain après 3 heures de vélo, on a beau être de base celui qui est en théorie le plus fort dans les bosses, bah, si on est fatigué, c'est mort, quoi. On ne pourra pas battre notre copain, quoi. Juste avant on reparlera justement après hein, de comment travailler ses capacités d'endurance, gagner des watts, on va l'évoquer juste après. Tu as parlé du travail de descente. Est-ce que tu aurais Hmm. 2 ou 3 conseils justement à donner à nos auditeurs pour progresser justement dans ce secteur-là du vélo? Ouais, bah déjà faut pouvoir en faire si on peut. Bah, c'est sûr que quelqu'un qui est en région parisienne, qui a pas forcément de descente là où il s'entraîne, bah ouais, s'il fait l'étape du Tour, ça va peut-être lui faire bizarre et donc c'est pour ça que c'est important quand même d'en faire un petit peu l'entraînement si on part en stage à la montagne, en vacances, etc. Essayer de le travailler et après à force d'en faire, on s'améliore, mais pour ça faut quand même être assez impliqué hein, quand on fait les descentes, essayer vraiment de réfléchir à sa trajectoire, voilà, essayer de prendre le plus large possible dans le virage, utiliser toute la largeur de la route. Alors dans notre portion de route hein, évidemment, mais voilà, essayer de vraiment prendre le plus large possible pour bah, avoir voilà, le plus de chemin possible pour passer le plus vite possible, essayer de voilà pas freiner dans le virage, plutôt essayer d'anticiper un petit peu ses freinages, relâcher les freins dans la courbe et puis après reprendre de vitesse en fin de courbe en regardant au loin. Et voilà, essayer de s'entraîner, peut-être de descendre aussi avec des personnes qui sont plus d'expérience que vous et essayer de se calquer un petit peu sur leur trajectoire au début. Et puis après, bah, petit à petit, pouvoir le faire tout seul. Mais forcément, ça aide si on n'a pas d'exemple vraiment juste devant nous, ça peut être plus difficile, quoi. Au niveau de la trajectoire, du coup, on prend large et après, qu'est-ce qu'on Mm. fait? On vient piquer dans le virage. Donc, C'est si je ça. comprends bien, c'est on freine avant, on trouve Ouais. sa vitesse un petit peu maximale qu'on Mm. va passer dans le virage. Et après, on vient dans la courbe en relâchant les freins, c'est ça? C'est ça, et sans pédaler dans la courbe, en ayant la jambe
Alors si c'est une courbe qui tourne à gauche, plutôt du coup la jambe droite plutôt tendue, la jambe gauche pliée. Donc voilà, avec la jambe gauche, enfin le pied gauche ici, la jambe droite ici. On prend de l'angle et on repédale en sortie de virage. Voilà, par pédaler Et trop tôt. Et est-ce qu'il y a un petit conseil aussi sur des descentes qui sont pas forcément, techniques où pour se relâcher justement, tu disais l'aspect Mm. récupération en descente, peut-être je sais pas, les mains, les jambes, est-ce qu'il y a des choses, que font généralement des cyclistes, professionnels ou un peu plus, on va dire amateurs plus pour justement essayer Ouais. d'optimiser un petit peu cette récup? Bah ouais, c'est vrai que puis ça va me permettre de parler d'autres choses aussi, mais tout ce qui est mobilité, et cetera, c'est super important finalement en vélo et notamment aussi dans les descentes. Je sais que bah, quand on est plus débutant, on va souvent se plaindre de douleurs au niveau des cervicales parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la tête qui est vraiment regarde au loin parce que bah, du coup, on a plutôt tendance à se pencher pour essayer d'être dans une position plus aérodynamique, forcément en descente à voilà, plus de 50-60 km/h. Donc voilà, finalement, on va pouvoir se relâcher quand on a cette bonne capacité-là de mobilité, parce que si on n'a pas cette capacité-là, ça va finalement être assez douloureux les descentes. On va arriver en bas des descentes, on va être un peu fracassé, on aura mal au poignet, mal au cou, mal au dos. Donc ça se travaille aussi finalement en dehors du vélo, quoi. Tu conseilles du coup des séances de Mm. mobilité aux athlètes qui te suivent? Ouais, 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 clairement. Clairement, Axé axé sur quoi, exactement? Sur quelle partie, quel exo plutôt tu vas conseiller? bah, un petit peu tout quand même, hein, parce que bah, rien qu'au niveau des hanches, des chevilles, etc., ça va beaucoup aider. Bah, aussi pour tenir une position sur le plat plus aéro, pouvoir bah, se pencher. Finalement, ça fait une différence qui est énorme sur la performance. C'est vraiment des gains de watts qu'on a difficilement sur l'entraînement parce que bah voilà, entre une position vraiment très optimisée et une position très relâchée, il peut y avoir à 40 km/h 50-60 watts, quoi. C'est énorme. Ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais voilà, en tout cas, ceux qui s'y connaissent un peu dans l'entraînement savent que c'est énorme. Et donc, du coup, bien travailler, voilà, au niveau du dos, au niveau des hanches, des chevilles, des cervicales, voilà. Et moi, d'ailleurs, je posais une question à Vincent par rapport à ça. C'est vrai que j'y pensais parce que justement, moi, c'est vrai que la descente, j'ai un petit peu peur parfois, tendance un petit peu à me stresser. Et je voyais, j'imagine, tu vois, que les cyclistes professionnels doivent travailler leur mobilité. Et j'imaginais, est-ce que le mieux pour travailler sa mobilité, et d'ailleurs, Vincent, je te pose une question à toi aussi par rapport à ça, ça peut être intéressant vu qu'on est kinés tous les deux. Est-ce que le mieux pour travailler sa mobilité, ce serait pas d'être très spécifique et justement d'aller travailler sur home trainer en faisant justement des simulations de position, maintenir ses positions, plutôt que faire des exercices peut-être allongés, Mm. tu vois, sur le ventre, on va travailler des extensions thoraciques, des choses comme ça. Toi, Vincent, tu vois ça peut avoir un intérêt ou les deux ont du sens? Ouais, les 2, je pense que ça a du sens, hein, travailler en global, parce que tu disais Mathieu, c'est surtout un gain de relâchement et dans le Mm. geste sportif du cycliste, plus tu es relâché et dans tous les gestes sportifs, plus tu es relâché, plus tu as du gain de performance, Après en spécifique, je vois pas c'est plutôt un maintien de la position. Trouver aussi la bonne position, on va sûrement parler aussi Ouais. de la position optimale. C'est ça. Ouais, après sur le vélo, ouais, justement, ça, c'est bien de le travailler aussi et peut-être bah, sous forme d'exo, hein, finalement, sur une position assez agressive, aéro sur du plat, on peut se dire, bah allez, pendant 2-3 minutes, je tiens la position, après je me relâche, etc. Et petit à petit, forcément, on progresse parce que c'est aussi un travail musculaire, hein, mine de rien, ça va travailler d'autres muscles, donc voilà, au-delà des capacités de mobilité, finalement, au niveau des triceps, des épaules, etc., ça peut fatiguer un petit peu plus. Donc, voilà, quand on n'est pas habitué, on va avoir tout le corps qui brûle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à l'entraînement aussi sur vélo, on peut travailler Mm. justement sa position en se forçant à maintenir des positions un petit peu entre guillemets désagréables. Ouais. OK. Et peut-être la base pour tous les cyclistes qui nous écoutent, donc là, le but du podcast, ça va être de progresser. Comment on peut avoir un état des lieux, faire un bilan justement de son niveau actuel? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Ouais, bah pour ça, en vélo, on a un super outil, hein, c'est le capteur de puissance. Vraiment, pour moi, c'est quand même un indispensable en tant qu'entraîneur. Je trouve que ça change quand même beaucoup de choses, bah, surtout pour voilà, justement établir son niveau de base, établir ensuite son suivi, voir comment on progresse, et puis bah, s'entraîner un petit peu plus intelligemment. Voilà, donc allez, voilà, c'est un investissement, mais pour moi qui vaut le coup. On peut en trouver alors d'occasion ou même neuf. Hein, je sais que les pédales Asioma notamment qui sont assez connus dans le milieu pour être assez fiables. Ils vendent une seule pédale, on peut avoir que un côté, je crois, le capteur de puissance, ça doit être
ouais, entre 300 et 400 euros, je pense. Donc vraiment, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que voilà, on va pouvoir donc faire des tests, notamment des tests de puissance, qui vont nous permettre d'établir derrière des zones et essayer derrière de les suivre à l'entraînement. Quand on veut travailler l'endurance, on sait jamais trop où se situer. Est-ce qu'on roule trop fort? Est-ce que justement on roule trop doucement? C'est assez difficile finalement de le savoir quand on débute. Alors après, avec les années d'entraînement, on arrive à mieux se connaître et à mieux situer son intensité. Mais au début, voilà, on peut vraiment s'entraîner trop fort tout le temps et ça va vraiment freiner notre progression. Donc pour ça, un test marche très bien, c'est la puissance critique. Alors en course à pied, on a un peu le même principe aussi, hein, c'est la vitesse critique, où l'idée, ça va être de faire plusieurs tests, de modéliser une relation puissance-durée. Donc ça va tracer une courbe, on va le faire mathématiquement, et avec plusieurs tests. On peut faire que 2 tests, mais le mieux, évidemment, c'est plus on fait de tests, mieux ça sera. Donc c'est entre 2 et 4 tests généralement, entre 3 et 20 ou 30 minutes maximum. On va pouvoir donc les rentrer sur des logiciels. Alors on peut trouver en ligne un calculateur de puissance critique ou alors nous on a développé un petit logiciel avec mes associés, ça s'appelle Staminalytics, voilà, où vous pourrez calculer votre puissance critique. Donc on entre la durée du test, la puissance, et derrière avec un algorithme, donc ça modélisera automatiquement la relation puissance-durée et on va essayer de trouver l'asymptote de cette courbe. Donc à partir du moment où la courbe va s'aplatir un petit peu, ça sera mathématiquement une puissance qu'on peut tenir indéfiniment. Alors en réalité, c'est pas du tout le cas, mais mathématiquement, ça colle assez bien avec le deuxième seuil physiologique, donc une puissance qu'on va pouvoir tenir dans le temps sans accumuler beaucoup de fatigue et surtout dès qu'on franchit cette puissance-là, d'un point de vue physiologique, on a toutes les valeurs qui vont dériver. On va petit à petit atteindre le VO2 max, on va avoir le lactate qui va s'accumuler dans le sang et pour ça va être un très bon repère pour l'entraînement. Même pour faire des compétitions, hein, parce que finalement, si on se lance dans l'étape du tour là, qui a eu lieu il y a quelques jours, si on dépasse cette puissance-là, on va accumuler beaucoup de fatigue et derrière, on aura du mal à récupérer et ça impactera notre performance. Donc voilà, c'est une puissance qui est quand même assez intéressante. Une fois qu'on a notre puissance critique, donc calculée mathématiquement, donc avec nos tests, on va pouvoir voilà, définir des zones d'entraînement. Donc pareil, ça se trouve en ligne aussi, un calculateur de zones d'entraînement. Et généralement, on va voilà, pour l'endurance se situer environ 70% de cette puissance-là, 70-80% de cette puissance-là, et ou même un peu moins. Ouais, faut revoir sur les zones, un calculateur de zones, etc. Zone 1, zone 2, zone 3, on va découper un petit peu derrière voilà, les zones d'entraînement pour s'entraîner. Est-ce que tu pourrais nous décrire 2-3 tests que tu utilises pour définir la puissance critique du coup? Ouais, alors le plus simple, c'est 3 et 12 minutes. Ça marche assez bien si on veut faire que 2 tests. Mais forcément, si on est plus débutant, peut-être qu'on aura un petit peu plus de mal sur la gestion d'efforts, etc. Alors soit il faut les faire plusieurs fois, ce qui est possible, pour se situer tout simplement, faire en fait un peu un test d'entraînement, quoi, parce qu'on sait jamais finalement qu'est-ce qu'on peut tenir comme puissance. Et si on part beaucoup trop fort, surtout sur un 12 minutes, derrière le résultat final sera pas en adéquation avec notre vrai niveau. Donc faut bien gérer son effort, pas partir trop fort, et c'est peut-être même partir un petit peu plus doucement et d'accélérer petit à petit. Donc voilà, on peut faire 3 et 12, ça marche bien, et ajouter, mettons 16, enfin voilà, essayer d'ajouter quelques durées. En soi, il n'y a pas vraiment de durée idéale, même ça peut être des segments Strava, ça peut être en soi, on n'a pas besoin que ce soit une durée fixe, ça peut être juste un effort maximum entre 3 et 25-30 minutes. Donc finalement, si on fait une côte à côté de chez nous avec des copains, on a monté à fond, ça a duré 3 minutes 27. On peut très bien noter cette puissance-là, la puissance qu'on a tenue sur les 3 minutes 27. On refait une autre séance, on fait une bosse à bloc qui a duré 12 minutes 30. On va noter aussi la puissance qu'on a tenue sur les 12 minutes 30. Et derrière, on pourra faire le calcul de puissance critique. Et du coup, je pense notamment aux gens qui sont peut-être à la salle de sport, qui ont pas forcément, tu vois, des vélos avec un Mm. capteur. Est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Je sais que dans des salles de sport, il y a quand même pas mal les watts souvent. On a aussi Ouais. la vitesse moyenne de l'effort. Est-ce que ça peut aussi avoir un sens justement de faire pour ces gens-là un test sur 3 minutes et sur 12 minutes? Ou est-ce que il faut vraiment Mm. avoir un capteur pour faire ce type de test? Alors si le vélo d'intérieur est équipé d'un capteur, ouais, ça aurait carrément du sens. Je sais pas à quel point c'est fiable, les capteurs de puissance sur ces vélos-là, mais j'imagine que après ça doit en tout cas s'utiliser. Si on fait le test sur le vélo d'intérieur et qu'on refait derrière ces séances d'entraînement toujours sur le même vélo, de la même marque, etc. En théorie, j'imagine qu'on doit s'y retrouver. Donc on peut carrément faire ça, ouais. Et derrière avoir nos zones.
et savoir à peu près à quelle intensité s'entraîner sur ce vélo-là. Et Ouais. pourquoi tu fais deux tests, un de 3 et un de 12? Tu cibles deux zones différentes? Non, en fait, c'est vraiment mathématique. Enfin, déjà, ça doit être un effort assez maximal. Donc, on doit pouvoir atteindre VO2 max normalement pour définir la puissance critique. Donc, c'est pour ça que c'est une durée entre 3 et 20-30 minutes, entre 30 minutes maximum. Parce qu'au-delà, l'effort finalement est trop long et on arrive à l'échec sans atteindre VO2 max. Finalement, c'est un épuisement qui est un petit peu différent. Donc, ça ne permet pas de définir la puissance critique. Et puis, le fait de faire plusieurs tests, ça va juste améliorer la précision. On peut en faire qu'un seul test, notamment quelque chose qui est assez populaire, c'est le test de 20 minutes. Et ensuite, on multiplie par 0,95. On prend 95% de ce test-là et on estime que c'est le deuxième seuil. Mais forcément, avec une seule durée, c'est quand même moins précis parce que justement, selon les profils, et rien qu'avec un test 3 et 12, ça permet de le voir finalement vraiment sur quand on modélise la courbe. À quelqu'un qui est très explosif, très fort sur un 3 minutes, finalement sa courbe sera un petit peu plus comme ça. Donc sa puissance critique sera un petit peu plus basse, ce qui est logique parce que quand on est très explosif, on a des fibres plus de fibres rapides, de fibres de type 2 qui sont moins endurantes. Donc voilà, une puissance critique est généralement plus faible. Et inversement, quelqu'un qui est plus endurant que explosif aura ces deux tests qui seront un petit peu plus proches et du coup une puissance critique qui sera plus élevée, quoi. Ok. Là, on est sur des tests de puissance. Mm. Moi, quand je pense au vélo, je pense aussi à la fatigue et tu vois, à la résistance, la capacité à endurer l'effort et à le maintenir. Est-ce que tu as des tests aussi, je sais pas, prendre une sortie de 3 heures et voir la puissance moyenne? Mm. Comment t'évalues la fatigue et la capacité de résistance? Ouais, c'est une super question parce que c'est vraiment euh, c'est la base du vélo finalement. Si on fait des efforts très longs, alors à part si on fait juste une course qui dure 5 minutes, mais voilà, si on fait une cyclosportive de plusieurs heures, va falloir être capable de durer dans le temps et de répéter aussi des efforts de haute intensité dans le temps. Faire peut-être un effort de haute intensité au début, mais aussi en faire un autre à la fin et avoir cette capacité-là de récupérer en tout cas de répéter les efforts. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se teste effectivement. Euh, je pense que c'est moins la priorité. Voilà, déjà définir ses zones d'entraînement, ça sera le plus important. Mais ensuite, si on veut creuser un petit peu sur son profil, on peut faire ce type de test-là avec un effort de 5 minutes à fond au début de sortie et un effort de 5 minutes à fond en fin de sortie, en essayant de standardiser un maximum l'entre-deux si on veut refaire ce test-là. Voilà, que ça soit à peu près dans les mêmes conditions météorologiques, à peu près sur le même parcours, à peu près sur la même intensité entre les efforts. Donc on peut se dire qu'on fait 2 heures en endurance à 150 fois de moyen entre les deux. Et si on refait des tests plus tard, essayer de garder ça. Mais ouais, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus à haut niveau parce que on se rend compte que évaluer le niveau d'un cycliste seulement sur un test, peut-être sans fatigue, voilà, avec juste 30 minutes d'échauffement, finalement c'est peut-être pas aussi représentatif de la performance qu'on le pense à haut niveau parce que justement va falloir faire un effort après 4-5 heures de course, quoi. Et c'est 4-5 heures de course où on enchaîne les efforts de très haute intensité et il y a toute une notion de fatigue derrière tout ça qui est assez compliqué à tester au final, même à haut niveau, on se casse un petit peu la tête là-dessus parce que à l'entraînement, est-ce qu'on arrive vraiment à reproduire ce qui se fait en course quand il y a plein d'efforts de haute intensité? Ça devient un petit peu compliqué à tester, quoi. Mais voilà, ça se fait de plus en plus. Donc, si on devait résumer pour nos auditeurs qui veulent peut-être faire un bilan, qu'est-ce que tu leur conseillerais concrètement de faire avec aussi tu m'as dit que tu avais une solution aussi digitale pour le faire. Est-ce que tu pourrais tout Ouais, résumer, s'il te plaît? Comme ça, on remet une petite couche pour faire le carrément. test. Carrément, donc c'est puissance critique, vraiment c'est la base, on commence par ça et j'ai sorti une vidéo YouTube sur le sujet la semaine dernière, voilà sur notre chaîne YouTube Cyclisme Performance Academy, voilà où j'explique comment on fait les tests de puissance critique justement. Voilà, j'en ai fait moi-même, donc j'ai filmé un petit peu en vlog ces tests-là et j'explique justement avec notre logiciel comment ça fonctionne. Donc on pourra mettre le lien de la vidéo peut-être en description et Ouais, bien justement sûr. ça sera peut-être encore plus simple, plus Et clair. juste si, parce qu'après le podcast va durer peut-être 1 heure, est-ce que juste tu pourrais expliquer donc en 1 minute, donc on fait un test de 3 minutes, un test de 12 minutes, et Ouais, après derrière comment ça se passe? On va sur votre lien, on rentre les ouais. informations, c'est gratuit, payant. C'est ça, c'est gratuit. On rentre les informations de test, donc c'est une durée, une puissance. On fait calculer, l'algorithme modélise la relation puissance-durée, nous sort la valeur de l'asymptote de la courbe,
et c'est notre puissance critique. Voilà. Ok. Et après, Ensuite, voilà, on a un vas-y. calculateur de zone. On entre cette donnée-là, on a les zones d'entraînement. Et voilà, après, on peut s'entraîner en fonction de ça. Eh ben, feu, alors comment on fait pour s'entraîner? Comment on fait? Alors, on a compris qu'il y avait différentes qualités à travailler. Mm. Vincent l'a dit, il y avait cette grosse qualité d'endurance. Il y a aussi le sprint, grimper. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que gagner des watts, au final, ça permet de progresser dans ces trois-là? Comment tu fais pour organiser un petit peu tes semaines, tes séances? Enfin, ça Ouais. a l'air hyper compliqué. Enfin, compliqué. J'imagine qu'au final, c'est pas si compliqué parce qu'il faut mettre du volume et de C'est l'intensité. ça. Mais comment on essaye d'optimiser un peu tout ça? Ouais, bah t'as tout résumé. En vrai, simplement, faut mettre du volume et de l'intensité. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Plus de volume que d'intensité. Souvent, c'est peut-être une erreur qu'on peut faire à vouloir mettre des exercices un petit peu tout le temps, vouloir toujours faire de l'intensité, toujours finir les séances en étant fatigué, en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose. Alors qu'en réalité, bah, c'est quand même un sport d'endurance où il faut faire des heures tranquilles. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on assimile aussi les séances de haute intensité. Voilà, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, sur la planification, qu'est-ce qui est le plus efficace, etc. Et on se rend compte qu'une planification où il y a que de la basse intensité, bah, c'est pas ce qui nous fait le plus progresser. Et vraiment, il faut un petit peu de haute intensité, mais par contre, dès qu'on en met trop, on n'arrive plus à assimiler et clairement, au bout d'un moment, on stagne et on accumule trop de fatigue. Et bah, derrière, voilà, on progresse plus. Et c'est pas seulement de la fatigue du vélo, hein, c'est que bah, pour ceux qui ont une vie professionnelle, peut-être une vie de famille, etc., bien remplie, finalement, tout ça, c'est des stress qui s'accumulent et qui derrière vont impacter notre récupération. Donc voilà, je dirais que plus on a une vie exigeante, moins il faudra faire d'intensité sur le vélo parce que bah derrière on récupérera peut-être moins bien que quelqu'un qui a une vie peut-être un petit peu plus tranquille. Donc voilà, concrètement, c'est mettons si on s'entraîne 4-5 fois par semaine, bah il y a qu'une seule séance où on met de l'intensité. Le reste, ça doit être vraiment tranquille, basse intensité. Donc zone 1, zone 2, on est voilà moins de 80% de notre fréquence cardiaque maximale. On est assez facile, on arrive à parler. Voilà, vraiment de la basse intensité. On va faire une séance intense du coup dans la semaine. Où cette séance intense là, bah, l'idée ça va être de travailler une qualité spécifiquement. Donc que ça soit du coup sur des efforts plutôt en montée, par exemple des efforts de 2, 4, 5 minutes, donc qui vont aussi cibler vraiment le VO2 max. On peut faire des séances de sprint, on peut faire des efforts aussi beaucoup plus longs. Alors là, d'un point de vue pratique, pour certains, c'est un peu compliqué hein, quand on habite un peu en ville ou dans des zones très urbaines. Des fois, c'est compliqué de faire des efforts de 20-30 minutes. On va être vraiment interrompu par la circulation, par les villages, etc. Mais voilà, on essaie de trouver des parcours qui sont adaptés pour faire ça. Et aussi, bah, du coup, travailler sur ces efforts-là, 3 fois 20 minutes, par exemple, un petit peu en dessous de la puissance critique qu'on aura déterminée. Généralement, si on parle en watts, voilà, je dirais une vingtaine de watts en dessous de cette puissance critique-là, pour avoir vraiment de la marge et être sûr qu'on travaille vraiment dans notre zone de deuxième seuil. Parce que voilà, si on s'approche trop de la puissance critique, qui est en théorie notre deuxième seuil physiologique, finalement, on risque de dériver un petit peu, d'accumuler de la fatigue et ouais, d'être sur une intensité qui est un petit peu trop élevée. Donc, vaut mieux prendre de la marge. Clairement, moi, c'est plus mon approche en entraînement. Essayer de pas toujours faire toutes les séances à la limite où on sait qu'on peut pas en faire plus, on peut pas appuyer plus fort, on peut pas faire une répétition de plus. Non, au contraire, on va essayer toujours de garder un petit peu de marge parce que bah c'est un sport où il faut quand même s'entraîner régulièrement et la régularité c'est ce qui payera sur le long terme. Donc si on fait une séance qui est beaucoup trop dure, derrière ça va impacter notre récupération, peut-être aussi notre motivation parce que ça va peut-être nous amener des souvenirs négatifs. Enfin, on sait qu'on aura vraiment souffert sur cette séance, on aura peur de refaire les séances plus tard. Et vraiment, faut penser à ça hein, quand on s'entraîne. C'est la régularité. Il faut être capable de retourner à l'entraînement le lendemain, refaire du vélo, etc. Si on est trop fatigué, c'est pas normal. Voilà. Donc, bah, éviter du coup d'aller dans les extrêmes et de faire des séances beaucoup trop dures pour pouvoir durer justement. Et en termes d'intensité, alors, est-ce que tu pourrais nous les reprendre? Donc, on peut faire des efforts Mm. plutôt courts de 1 à 2 minutes, si j'ai Ouais. bien compris, voire un peu plus, voire 3. On se mettrait à quelle intensité là on se mettrait au-delà de la puissance critique? Ouais, ouais, c'est ça. Après, bah, plus les efforts sont courts, plus on va pouvoir augmenter l'intensité. Et après, quand on commence à bien se connaître sur des efforts d'intervalles courts, par exemple 30-30, 40-20, ce genre de choses qu'on fait aussi en course à pied, voilà, qui vont être assez efficaces pour stimuler le VO2 max. Bah là, on va faire du coup fonctionner en série, faire par exemple 2 ou 3 séries de 6 répétitions de 30-30 par exemple. Et là, bah, sur 30 secondes d'effort assez intense, 30 secondes plus de récupération. Quand on se connaît bien, on a l'habitude de l'avoir fait quelques fois, on peut gérer ça aux sensations, entre guillemets. Donc vraiment,
voilà, pour arriver à l'épuisement en fin de série, mais en gardant toujours un petit peu de marge. Et se situer du coup au-dessus de la puissance critique sur les portions d'effort. Voilà, généralement ça va être 120, 130% de la puissance critique, mettons sur les 30 secondes. Voilà. Et là, tu fais progresser pareil le temps d'effort, c'est-à-dire par exemple, tu fais des 30-30, tu comptes le nombre d'efforts que tu as fait, tu le cumules et au fil des séances, tu essayes d'augmenter ce temps-là jusqu'à aller chercher les 10-12 minutes comme enfin, max en course à pied. Après, peut-être c'est un peu trop, non? Ou est-ce que Ouais, c'est tu montes ça. même au-delà? On peut aller un petit peu au-delà, mais sinon, oui, c'est vrai que c'est une bonne marge. Généralement, quand on fait du travail à haute intensité en VO2 max, ouais, ça peut aller jusqu'à 20 minutes de travail cumulé en tout, mais ça commence à faire vraiment des grosses séances. Donc voilà, oui, entre 10 et 15 minutes, c'est très bien. Et on va pouvoir aussi raccourcir le temps de récupération pour amener un petit peu plus de difficulté dans les séances. Voilà, dès qu'on est plus entraîné, après qu'on est un petit peu plus débutant, ça vaut pas forcément le coup parce qu'on a une cinétique de VO2 max qui va être relativement lente. Donc quand on fait un effort, derrière, notre consommation d'oxygène va mettre un petit peu de temps à redescendre. Alors que plus on est entraîné, plus elle redescend très vite. Donc si on fait des récupérations qui sont trop longues entre les efforts, finalement à chaque fois c'est comme si on repartait à zéro et on s'approche pas tellement du VO2 max, et sur ces séances intenses c'est quand même un peu le but, donc c'est dommage. Donc voilà, pour ça, quand on est très entraîné, on peut essayer d'aller sur un ratio 1 pour 0,5. Donc quand on fait 30 secondes d'effort, on prend que 15 secondes de récupération. Mais quand on est moins entraîné, on fait 1 pour 1 ou même 1 pour 2 éventuellement. Mais 1 pour 1, ça reste, enfin, je pense que c'est très bien. Voilà, on fait 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Et sur les entraînements que tu proposes à tes athlètes, tu te réfères du coup au capteur de puissance. Est-ce que Mm. tu leur proposes aussi un cardio-fréquence-mètre et est-ce que tu fais allusion aussi au RPE, au ressenti pendant l'effort? Ouais, ouais, c'est ça. Je fais un petit peu tout. Alors, le cardio, pas tellement sur de la prescription. Finalement, je vais pas, ouais, je vais rarement donner une consigne de cardio, hormis peut-être pour les séances d'endurance où ça reste quand même important d'avoir un petit œil dessus parce que ça reste un bon indicateur du stress perçu par le corps. Mais voilà, à haute intensité, pendant l'effort, je regarde pas trop. Ça va être plus après, sur l'analyse, on va pouvoir voir ce qui s'est passé, quelle fréquence cardiaque on a atteint au maximum, est-ce qu'on se rapproche de notre FC max, est-ce qu'on était un petit peu loin, ce qui voudrait dire qu'on a gardé beaucoup de marge, ou peut-être qu'on a beaucoup de fatigue accumulée, parce que si voilà, l'athlète me dit qu'il a un peu poussé proche de son maximum, mais qu'il est à 20 BPM de son max, voilà, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc c'est vraiment un super outil d'analyse a posteriori, vraiment c'est complémentaire au capteur de puissance. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre, vraiment pour moi les deux sont complémentaires. Et puis le RPE, donc les sensations perçues, la perception de difficulté de l'effort, c'est pour moi super super important. Aussi important que le reste, clairement, je le précise à chaque séance parce que ouais, ça permet de s'assurer que entre ce que l'entraîneur va imaginer comme exercice et ce que l'athlète fait, ça soit quand même en accord. Parce que voilà, des fois c'est pas si évident que ça, hein, de prescrire des exercices et des puissances. L'athlète peut se dire que c'était trop facile ou trop dur inversement, donc je laisse toujours un petit peu de liberté pour que, mettons, sur un effort de travail du deuxième seuil, qu'il soit entre 6 et 7 sur 10. Donc voilà, qu'il sache qu'il y a quand même pas mal de marge par rapport à un effort maximum. Et voilà, sur un effort pour travailler le VO2 max, on va être plutôt entre 8 et 9. Je dis jamais d'aller sur 10 sur 10, clairement, on n'essaie pas de viser l'effort extrême. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'affine aussi avec le temps. Quand on est plutôt débutant, c'est pas si évident que ça finalement de percevoir ses sensations, de savoir où est-ce qu'on se situe. Voilà, on sait quand on est à fond, on sait qu'on est tranquille, mais un peu se situer entre deux, c'est pas évident. Donc ça s'apprend avec le temps. Tout simplement, on arrive à mieux se connaître. Donc là, on a évoqué les séances vraiment à très haute intensité avec RPO Mm. 8-9, on a dit, donc temps plutôt soutenu 10 à 20 minutes pour les profils, ça on l'a compris. Après, un deuxième type de séance, donc tu nous proposerais quoi? Plutôt du seuil. Est-ce que tu pourrais nous donner pareil des exemples de séances? C'est quoi plutôt un 3x20, 2x20? Ouais, c'est Et ça, ouais. comment situer aussi? C'est quoi tes consignes à la personne? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Et aussi, juste dernière question. La très haute intensité, là, on est sur un travail de sol. Quel profil aussi ciblé? Est-ce que c'est plutôt un grimpeur, un peu un rouleur? C'est quoi en fait les qualités que tu vas chercher Mm. en faisant ça? Alors c'est vrai que moi dans l'entraînement du coup je dissocie pas vraiment entre les profils, hein, finalement entre grimpeur, sprinter, etc. Enfin voilà, je vais vraiment plus cibler les qualités physiologiques. Du coup quand on est sur le travail de très haute intensité, vraiment pour travailler le VO2 max, la filière glycolytique, donc voilà, vraiment sur des efforts de très haute intensité.
Quand on est sur le deuxième seuil, bah, ça va nous permettre de travailler du coup ce deuxième seuil physiologique-là, mais voilà, qui nous permet de bien travailler au niveau des capillaires, etc., du transport de l'oxygène, des mitochondries, ça fonctionne très bien. Et du coup, d'avoir cette capacité-là de durer dans le temps, finalement, de produire un effort à assez haute intensité sans dériver, donc c'est-à-dire sans accumuler trop de fatigue qui ferait qu'on arrêterait l'effort, et vraiment d'avoir cette capacité-là de faire un effort prolongé dans le temps qui se rapproche du coup d'un effort en montagne, donc plutôt du coup typé grimpeur, parce que bah, quand on va monter un col, et notamment les grands cols des Alpes par exemple, qui vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie, bah, il faut essayer voilà, tenir une puissance qui est quand même élevée pour aller jusqu'en haut, et ça vraiment pendant 1 heure et demie en continu. Donc le deuxième seuil, ça sera un facteur de performance vraiment important pour ça. Et donc on travaille à l'entraînement en s'entraînant, alors voilà, plutôt avec un petit peu de marge, un petit peu juste en dessous du coup de la puissance critique, et sur des efforts assez longs, voilà, qu'on peut faire varier. Alors on a tous un temps de soutien un peu différent. Il y en a pour qui 3 fois 20 minutes proche de leur deuxième seuil, ça passera très bien, et il y en a pour qui ça sera presque impossible, parce que ils ont des fibres, beaucoup plus de fibres de type 1, enfin voilà, ou des choses vraiment sur leur profil physiologique qui font que pour eux c'est plus difficile. Du coup, on va voilà, s'adapter à eux, et pour essayer d'avoir une perception de l'effort autour de 6 à 7 sur 10, mais pas plus. Quand ça devient vraiment un effort, on a l'impression qu'on fait un effort maximal, c'est qu'on est vraiment sur une intensité qui est trop élevée. Donc voilà, ça peut être 3 fois 10 minutes, ça peut être 3 fois 15, 3 fois 20, rarement au-delà d'1 heure de travail. Ça peut m'arriver de le faire, mais c'est assez rare. Et voilà, après on pourra affiner ce travail-là avec des tests lactate, voilà, quand on est bien entraîné. Ça vaut le coup parce que on va pouvoir cibler plus précisément le deuxième seuil physiologique, et aussi le premier seuil, enfin on pourra en parler après, mais voilà, sur le deuxième seuil physio, et s'entraîner du coup par rapport au lactate, ça reste quand même vraiment intéressant, parce que on est sur une zone où on va vraiment être en capacité de produire autant de lactate et d'en recycler autant, donc vraiment de maintenir cette stabilité-là, et c'est vraiment la dernière intensité qui le permet. Une fois qu'on est au-delà, on va accumuler du lactate dans le sang, et derrière on accumulera de la fatigue, etc. Et justement, un des intérêts de travailler au deuxième seuil, c'est de travailler aussi sur le transport du lactate, finalement, de stimuler toutes les enzymes et les transporteurs, les protéines qui transporteront le lactate et qui permettront de le réutiliser. Et c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans la performance. Voilà, ceux qui utilisent le mieux le lactate sont généralement les cyclistes les plus performants, parce que pendant l'effort, on en produit beaucoup, et c'est une source d'énergie en fait, hein, le lactate. Donc on peut l'utiliser aussi comme tel, comme source d'énergie, et c'est forcément du coup autre chose qu'on n'utilise pas. Donc on n'utilise pas nos réserves de glycogène, on n'utilise pas nos graisses, etc. On va vraiment utiliser le lactate qu'on produit, et du coup ça nous rend plus économique et plus durable dans l'effort, quoi. Et en termes de récup, c'est quoi tes consignes sur ce type de séance-là? C'est vraiment un retour au calme ou tu maintiens quand même une certaine vitesse? Non, plutôt tranquille du coup, ça pareil, c'est quelque chose qui peut s'adapter en fonction de notre niveau. Faut pas avoir peur de prendre entre les efforts, de prendre beaucoup de récup. En soi, c'est pas un gros problème quand on fait des séries assez longues comme ça, on peut pour le coup vraiment récupérer, et même en fin de sortie, voilà, finir tranquille, quoi. Tu prends 1 pour 1 ou 1 pour 0,5? Ouais, c'est ça. Si on fait 3 fois 20 minutes, on peut prendre, oui, une dizaine de minutes, par exemple, ça sera bien. Généralement, en 10 minutes, on a quand même l'impression d'avoir bien récupéré, hein. En règle générale, OK. c'est pour tout le monde. Et juste, je rebondis là, tu nous avais dit que pour le seuil, c'était -20 par rapport à la puissance critique, et Mmh. sur les séances à très haute intensité, on n'en a pas parlé par rapport à la puissance critique, et c'est quoi tes recommandations? Ouais, généralement c'est 120-130%, donc OK. voilà, ça va faire aller entre 50 et 100 watts de plus selon le niveau, quoi. OK. Et sur les sorties, du coup, là, peut-être la troisième, ça serait des sorties un peu plus longues ou Mmh. plus le premier seuil? Après, en termes d'intensité, ça serait quoi? C'est ça, du coup Là, on plutôt a sur vu la les basse deux. intensité. OK. Plutôt sur la basse intensité. Et donc là, après, il y a plusieurs façons de faire. Soit il y a vraiment très basse intensité, donc parce que on a beaucoup de volume, on a du temps disponible, donc on va pouvoir faire des sorties qui vont être quand même assez longues. Et du coup, en règle générale, plus la sortie sera longue, plus on pourra se permettre de rouler tranquille. Ou alors, si on a peu de temps disponible, notre basse intensité, puisqu'on aura on peut faire que des sorties d'1 heure, 1 heure 30 maximum. Dans ce cas-là, on va peut-être essayer d'optimiser ce temps-là et de se situer sur le haut de la tranche de haute intensité, donc le haut de la zone 2, se rapprocher donc du premier seuil qui va délimiter généralement la frontière entre la zone 2 et la zone 3. Donc vraiment essayer de se rapprocher de cette intensité-là pour optimiser le travail sans pour autant accumuler trop de fatigue, donc sans pour autant dépasser cette zone qui ferait que d'un point de vue nerveux, d'un point de vue physiologique, on accumulerait trop de fatigue
et on récupérerait pas de nos entraînements et on n'arriverait pas à progresser sur le long terme. Et là, Donc, en ouais. termes de pourcentage de la puissance critique, on se situe à peu près à combien? De tête, attends, je vais essayer de calculer parce que j'ai pas de Désolé. pourcentage en tête. Merci. D'ailleurs, n'hésitez Donc, pas à nous mettre en commentaire le temps que Mathieu trouve l'info. Si vous avez justement ouais. fait des tests, quel type de séance vous faites, qu'est-ce qui vous a fait progresser. Donnez-nous vos retours. C'est vrai qu'on essaie de vous transmettre pas mal d'infos. On va s'y mettre avec Pacton au vélo. On va se tester hein, peut-être sur 3 minutes et 12 minutes. J'essaierai de le faire. Après, c'est vrai que moi, le retour aussi que j'ai, c'est la grosse différence qu'il y a, c'est de rouler sur home trainer sans pédale auto versus pédale auto après sur le vélo. C'est pas du tout le même effort, c'est pas la même sensation musculaire. Et c'est vrai que c'est aussi un piège. Des fois, on veut aller à la salle de sport, mais je pense qu'avoir un vrai home trainer, faire sur son propre vélo, c'est quand même Ouais. optimiser aussi grandement ses chances de, entre guillemets, pardon, progresser. Tu as réussi à trouver Ouais, c'est l'info, sûr. Mathieu? Ouais, carrément, j'ai fait le petit calcul mais ouais, entre 60 et À peu près. 75% de puissance Ok. critique, c'est bien, ouais. Donc, voilà, en dessous, c'est vrai que ça sera vraiment de basse intensité. Mais voilà, à partir de 60% pour des sorties assez longues de plus de 2, 3, 4, voire même 5, 6 heures, hein, voilà, on peut vraiment durer beaucoup de temps. Et quand voilà, on va faire des séances un petit peu plus courtes, on peut être sur 75% de la puissance critique. Et essayer de tenir ça en continu, ça veut dire vraiment se concentrer pour pédaler un petit peu tout le temps. Voilà, des fois quand on débute, on va pédaler dans les bosses, on va pédaler sur le plat, mais on va pas pédaler dès que ça descend un petit peu, on va vraiment ralentir le rythme. Alors que vraiment, si on a peu de temps disponible, il faut essayer d'optimiser tout notre temps. Donc, c'est-à-dire voilà, pédaler tout le temps, même dans les descentes, donc adapter son braquet, voilà, essayer de descendre sur la cassette, d'être sur le gros plateau pour pouvoir être en capacité de développer les watts aussi quand ça roule vite et quand ça descend. Peut-être pas rouler en groupe aussi, parce que finalement rouler en groupe pour ces séances-là, quand on a peu de temps disponible, on les optimise pas forcément, parce que dans les roues, des fois on va être vraiment trop en dessous de nos zones. Dès qu'on va être dans les bosses, peut-être qu'on va être au-dessus de nos zones. Finalement, en moyenne, on va s'y retrouver, mais physiologiquement, ça sera quand même pas vraiment le même travail que si on roulait tout seul, toujours à la même intensité. Et voilà, ça c'est quelque chose que je vais recommander à ceux qui ont peu de temps. Et après, quand on veut diversifier un petit peu son travail à basse intensité, on peut ajouter des séances vraiment en ciblant le premier seuil. Et ça, pour le coup, c'est en ayant fait des tests lactates où on peut vraiment savoir où se situe notre premier seuil. Sinon, ça reste un petit peu compliqué quand même de l'estimer. On va pouvoir l'estimer grossièrement, mais en tout cas précisément, ça sera compliqué. Et du coup, faire un petit peu comme pour le deuxième seuil, des séries de 15-20 minutes où vraiment on va maximiser pour moi le travail de basse intensité. En étant dans une zone, on va quand même fournir un travail qui est assez important, donc accumuler de la charge d'entraînement, sans pour autant accumuler beaucoup de fatigue. Du coup, c'est super rentable. Et à haut niveau, on en fait énormément parce que on a des athlètes qui ont des puissances qui sont très très élevées. Donc finalement, même à leur premier seuil, ils accumulent énormément de charge de travail. Mettons, il y en a qui ont 350 watts à leur premier seuil. Ils vont faire 3 fois 20 minutes à 350 watts. Ça reste une charge de travail objective qui est énorme. Et pour autant, une fatigue qui est très faible. Donc derrière, ça veut dire qu'ils récupéreront très bien de ces efforts-là et en termes de progression, c'est super efficace. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Et qu'est-ce que tu conseilles en termes d'itinéraire? Parce que des fois, on peut avoir des bosses, on peut aussi avoir du trafic. Est-ce que tu proposes vraiment qu'on ait un tour où c'est que du plat, on est tranquille et on peut vraiment travailler notre qualité physique qu'on recherche à ce moment-là? Ou est-ce que tu donnes aussi dire, bah voilà, tu peux te faire des côtes, tu peux te faire des descentes et tu essaies de rester sur cette qualité physique? Comment tu te positionnes? Ouais, c'est vrai que moi, quand je veux vraiment optimiser ce travail-là, j'essaie de préparer mon parcours en amont parce que c'est quand même important finalement quand voilà, on va traverser des villes, etc. C'est du temps de perdu finalement. On va pas pouvoir s'entraîner efficacement. Donc ouais, j'essaie quand même de plutôt prendre des axes qui vont être assez rapides où je sais que je vais pouvoir me concentrer sur ma puissance sans problème. Quand on est bien habitué, quand on est bien entraîné, finalement on peut faire des descentes, on peut faire des bosses. Et tant que c'est pas des descentes de col, voilà, de 20 km avec plein d'épingles, etc. Finalement, on va réussir à maintenir cette puissance en continu pendant toute la sortie. Voilà, au début, ça peut être un petit peu délicat, vraiment, parce qu'on n'a pas cette habitude-là d'appuyer, même quand ça roule vite, même en ayant une position un petit peu plus agressive. Et finalement, c'est super important de faire aussi ce travail-là, parce que c'est là qu'on va aussi travailler voilà, notre qualité de rouleur, hein, savoir rouler sur le plat quand ça va vite, en position aéro. Donc c'est un travail qui est vraiment efficace. Enfin, moi je le vois pour ceux un petit peu plus débutants que j'ai pu entraîner.
Au début ils ont du mal, mais après je les force un petit peu et finalement ils se rendent compte que ils ont l'impression de gagner en force, d'être capables de rouler vite longtemps et ça les fait vraiment progresser. Et est-ce que la solution pour ces séances, c'est pas tout simplement de les faire aussi sur un trainer? Parce que, Mmh. on n'a aucune contrainte, on est vraiment sur quelque chose de là, on regarde que ses watts, il y a aucune Ouais. perturbation extérieure. C'est quoi ton avis? Ouais, bah ouais, carrément. Après, du coup, c'est marrant, ça me fait penser à autre chose, c'est que finalement, le vélo, ce que j'adore moi avec le vélo, c'est qu'aussi c'est quelque chose qui se partage, on passe des bons moments avec les copains, etc. Et c'est aussi, voilà, on va s'entraîner quand même pendant des heures, etc. C'est quand même un demande un certain investissement. Donc, faut aussi savoir garder cet équilibre-là, je pense, pour durer sur le long terme. Si on est beaucoup trop strict sur notre entraînement, ça, pour moi, ça c'est quand même compliqué. Alors il y en a pour qui ça posera pas de problème parce qu'ils vont vraiment aimer ça aussi. Ils vont aimer vraiment s'entraîner intelligemment, se voir progresser, etc. Mais quand même, faut pas hésiter à sortir un petit peu de ce cadre-là parfois et même si c'est peut-être un petit peu moins optimal, se dire bah ok, ce week-end, voilà, j'ai vraiment l'occasion de faire une belle sortie avec les copains, je vais en profiter. Je vais peut-être pas être exactement dans les zones, peut-être je vais rouler un petit peu trop fort ou un peu ou pas assez fort, etc. Mais c'est pas grave, une fois de temps en temps, tant que voilà, c'est pas à chaque sortie, bah, finalement, on a quand même cette marge-là et ça nous fera quand même progresser. On progresse pas si on fait rien, mais tant qu'on est sur nos vélos, qu'on s'entraîne, alors oui, peut-être ça sera pas optimal. Pour autant, ça nous fait quand même progresser. Le vélo, voilà, ça reste assez, assez simple finalement. Et quand on s'entraîne, quand on fait du volume, etc., on progresse. Et une question qui me vient, c'est, tu vois, autant en marathon, par exemple, on va essayer de cibler, un prépa en course à pied, on va cibler une allure. Là, c'est vrai qu'en vélo, ça dépend tellement de la course. Donc ça serait quoi une séance un peu spécifique, prépa course, entre parenthèses, entre guillemets, à Mm. une allure course? Comment tu mets ça en place? Est-ce que tu en fait, sur quelle intensité aussi se déroule une course? On est dans quelle zone? On est sur un 1er seuil? On se situe où? Ouais. Bah, c'est vrai que c'est assez, ça dépend du niveau en fait. Moi, mon niveau à haut niveau, on le fait pas vraiment parce que vraiment c'est extrêmement chaotique. Les courses, c'est plein d'efforts dans tous les sens. Il y a pas vraiment d'intensité cible parce que vraiment ça va dépendre des autres. Voilà, c'est très compliqué de préparer spécifiquement. Alors je vais avoir si vraiment j'ai une course objectif, je vais voir le parcours. Je sais que mettons l'arrivée, ça va être dans une bosse qui va durer 2 minutes. Bah, ça, par contre, je peux le travailler à l'entraînement, essayer de cibler des efforts de 2 minutes max, ou voilà, je vais essayer de sprinter à la fin et vraiment essayer de travailler cet effort-là. Et c'est quand même assez efficace. Après, sinon, sur des cyclosportives, voilà, des épreuves de masse, où voilà, on va faire par exemple l'étape du Tour. Là, on connaît le parcours en amont, on peut essayer d'estimer un petit peu combien de temps on va mettre dans chaque col et du coup savoir un peu quelle puissance on va pouvoir tenir. Donc généralement, ça va être autour du premier seuil hein, quand on enchaîne l'école d'une heure. Je conseille pas de monter plus vite que le premier seuil. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler pour le coup spécifiquement à l'entraînement et ça sera même très important de le faire. Voilà, de travailler sur des répétitions au premier seuil, des 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc voilà, autour de peut-être 75-80% de la puissance critique. Et bah ça sera vraiment efficace, surtout en dernière partie de la préparation. Généralement, c'est un modèle que moi je suis qui fonctionne bien. C'est que voilà, plus on va se rapprocher de l'épreuve, plus on va essayer d'être spécifique. Donc voilà, à distance de l'épreuve, par exemple, donc pour quelqu'un qui prépare l'étape du Tour, on va pouvoir faire beaucoup d'efforts de très haute intensité, des 30-30, des 40-20, etc. Pour vraiment cibler le VO2 max, on va vraiment augmenter ce plafond-là qui sera vraiment déterminant pour la haute intensité, qui sera pas déterminant lui-même sur la course parce qu'on va pas vraiment l'atteindre cette intensité-là hein, sur un effort de 6-7 heures. Mais pour autant, les capacités physiologiques qu'on va développer vont nous servir aussi à basse intensité. Et donc, on va pouvoir derrière, en travaillant spécifiquement l'intensité de l'épreuve, se servir de tout ce travail-là qu'on a fait et développer du coup, peut-être plus précisément ce qui nous intéresse comme adaptation. Et voilà, faire ça plutôt du coup sur la dernière partie de la préparation. Super. Et c'est vrai que ça me fait penser au niveau des séances d'intensité. Quel braquet on choisit? Est-ce qu'on choisit un petit braquet, un grand braquet? Parce que c'est vrai que la puissance, on peut la générer différemment. Et aussi, est-ce qu'il y a une différence entre du dénivelé, pas du dénivelé? Parce qu'au final, on peut se dire, ben ouais, mais en fait, je fais mes watts, donc que ce soit sur une pente ou sur du plat, c'est la même chose. Comment se placer par rapport à ça aussi? Ouais, sur ta dernière question, c'est vrai que c'est pareil, plus une question de spécificité. Si on va travailler, s'entraîner pour une épreuve en montagne en particulier, on va essayer plutôt quand même de travailler dans les bosses, parce que c'est ce qu'on retrouvera dans notre épreuve. Si on travaille
si on ne vise pas une épreuve en particulier, qu'on veut juste progresser, dans ce cas-là, on peut faire un peu sur tous les terrains parce que c'est ce qui nous fera progresser sur tous les terrains. Parce qu'il y a quand même des petites différences, mine de rien, au niveau d'un point de vue recrutement musculaire entre en boss et sur le plat et en descente aussi. Enfin, c'est pas exactement les mêmes muscles qui sont recrutés, pas exactement au même moment. Donc, globalement, moi, je pense que c'est bien de tout faire. Après, si vraiment préparer une épreuve en montagne, c'est quand même vraiment plus important de travailler en boss. Et derrière, pour le braquet, c'est aussi une bonne question. Déjà, quand on débute, c'est quelque chose qu'il faut prendre en main. C'est pas forcément naturel. On a un peu du mal à vraiment bien savoir l'utiliser. Donc déjà, rien que d'un point de vue technique, bien savoir changer de vitesse, les plateaux, etc. Et puis ensuite, naturellement, faut se laisser un petit peu aller, je dirais, à ce qu'on ressent. Quand on va augmenter l'intensité, la cadence doit augmenter parce que c'est ce qui nous permet de développer plus de puissance. C'est physiologiquement un peu moins économique. On va dépenser plus d'énergie en tournant plus vite les jambes, mais on sera capable de produire plus de puissance. Donc, à haute intensité, c'est plus efficace. Après, une fois qu'on a l'habitude de l'utilisation du braquet et de changer chez les vitesses, on peut vraiment se faire confiance. La cadence optimale, il y a pas mal d'études là-dessus qui essaient de la déterminer, etc. Et est-ce qu'on doit vraiment travailler notre cadence spécifiquement, etc. Et finalement, même à la télé, on peut voir parmi les champions, ils ont tous une allure un petit peu différente. Ils vont tous plus ou moins tourner les jambes. Ils vont tous avoir un coup de pédale un petit peu différent. Finalement, il n'y a pas, il y a pas une technique optimale, parfaite, une cadence parfaite qu'on doit absolument respecter. Le corps est plutôt bien fait là-dessus, selon nos longueurs de segments, selon nos typologies de fibres musculaires, etc. Il va savoir choisir à peu près naturellement une cadence qui sera optimale pour lui. Donc je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Il faut pas vraiment se forcer à tourner les jambes ou inversement se forcer à tourner moins les jambes. C'est quelque chose d'assez naturel tant qu'on n'est pas dans les extrêmes. Je dirais basse intensité entre 70 et 85, 90 tours minute, c'est bien. Et à haute intensité, si vraiment on veut accélérer, on peut essayer de dépasser les 90, 100 tours minute. Ça sera en moyenne ce qui est quand même le plus optimal. Mais il y a quand même un petit peu de marge là-dessus. Et pour moi, ça vaut pas le coup vraiment d'essayer de vraiment viser une cadence en particulier, plutôt se laisser aller. À savoir que plus on sera entraîné, plus naturellement, on aura tendance à tourner les jambes. Si on roule avec un copain qui a peut-être 50 vélos de plus que nous, on aura l'impression qu'il tourne plus vite les jambes, que c'est mieux ce qu'il fait, que vraiment on veut faire comme lui, etc. Sauf qu'en fait, lui, ses muscles sont peut-être plus entraînés, sont plus habitués, et naturellement, du coup, il va être plus à l'aise en tournant les jambes, alors que quand on débute, on va être un petit peu plus en force, mais c'est quelque chose qui est normal, en fait, et donc pas quelque chose, on ne doit pas trop se prendre la tête dessus. Pareil sur le travail du coup de pédale, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Enfin, on peut trouver sur internet des exercices pour améliorer son coup de pédale, sa technique de pédalage, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va vraiment vraiment nous faire progresser. Ce qui nous fera progresser, ça va être justement en accumulant les heures d'entraînement. On va améliorer notre coordination musculaire, on améliorera notre coup de pédale naturellement. Mais se forcer à l'améliorer, ça peut même être un petit peu contre-productif parce qu'on va peut-être développer des schémas qui n'étaient pas naturels. Et notamment si on travaille sur une jambe, c'est quelque chose qui se fait. Si on a les pédales automatiques, on peut pédaler que sur une jambe pour vraiment s'entraîner à pousser, à tirer, vraiment à développer de la puissance sur tout le coup de pédale. Mais finalement, on se rend compte par les études qui ont été faites que c'est quelque chose qui améliore pas les performances parce que on va finalement être assez éloigné de la réalité du vélo où on pédale avec les deux jambes et finalement pédaler sur une jambe c'est pas du tout naturel et ça nous fait pas progresser. Donc moi je pense que du coup on n'a pas vraiment besoin de travailler ce coup de pédale, que ça viendra naturellement. Et même pareil, j'ai le souvenir d'une étude aussi qui avait mesuré avec des pédales instrumentées, on peut savoir vraiment la force, dans quel sens elle est développée. Est-ce que quand on appuie, quand on tire, etc., vraiment à quel moment on développe de la puissance. Et sur toute la cohorte de l'étude, ceux qui étaient les plus performants, c'était pas ceux qui avaient le coup de pédale le plus harmonieux, le mieux distribué. C'est simplement ceux qui appuyaient le plus, qui poussaient le plus sur les pédales. Et pas forcément ceux qui poussaient parfaitement, qui tiraient parfaitement, qui arrivaient toujours à développer de la force dans le même sens que le coup de pédale. Donc c'est assez intéressant et des fois c'est contre-intuitif. On n'a pas forcément cette idée en tête. Tu sais, sur 1000%, on a beaucoup parlé de sciences de l'entraînement, mais c'était surtout tourné sur la course à pied, sur le trail. Je sais pas si toi tu cours. Quelle est la grosse différence de s'entraîner à vélo et s'entraîner à la course à pied pour toi?
Moi, je sais que je cours pas. Je m'y mettrai peut-être un jour, mais Que non, pédaler. Hein. ouais, je pédale. Mais c'est quand même assez différent d'un point de vue juste comment choc quoi. Enfin, en fait, c'est un sport porté, hein, le vélo, donc t'as finalement pas le même impact. Moi, si là je me mets à la course à pied du jour au lendemain, je suis détruit pendant 2 semaines. J'ai mal partout, quoi, parce que vraiment, mes muscles sont pas habitués, même sur les contractions excentriques, c'est des choses qu'on fait pas du tout en vélo. Toujours sur une contraction concentrique, donc forcément, c'est bien plus traumatisant pour les muscles, mais même d'un point de vue osseux, etc. C'est pas du tout le même impact. Donc, d'un point de vue entraînement, c'est aussi ce que ça veut dire, c'est que finalement en vélo, on a quand même beaucoup plus de marge qu'en course à pied. On peut un peu trop s'entraîner en vélo. Finalement, les conséquences sont pas si graves que ça. Euh, mais ce qui veut dire aussi qu'on peut s'entraîner trop, mais on peut s'entraîner trop, mais pendant très longtemps, avant de se rendre compte qu'on s'entraînait trop. Alors qu'en course à pied, on s'entraîne trop, on va s'en rendre compte quand même assez rapidement, on pourra même plus courir. En vélo, on peut toujours pédaler. Donc finalement, on peut arriver à des stades de fatigue qui peuvent être vraiment extrêmes, qui là, pour le coup, nécessiteront vraiment beaucoup de temps de récupération, des choses qu'on voit pas forcément en course à pied, quoi. Donc, il faut se méfier de ça et voilà, pas attendre la blessure en vélo pour s'arrêter, parce qu'en finalement, on a assez peu de blessures en vélo, quoi. Justement, je rebondis sur la question de Vincent. En course à pied, on entend beaucoup parler du 80-20. On dit justement voilà, 80% à basse intensité, 20% à haute intensité. Est-ce qu'en vélo, on peut se permettre d'aller gratter 10% en plus, ou est-ce que pareil, on reste quand même sur ce ratio-là? Non, globalement, on reste sur ce ratio-là. Après, même à haut niveau, finalement, on est plus sur 95-5 finalement, parce que sur 20 heures d'entraînement par semaine, 20% de haute intensité, c'est énorme. Donc, du coup, on est plus sur 95-5%, quoi. Donc, au final, Ok. on va quand même plus augmenter la part de basse intensité finalement que la part de haute intensité, parce que même si c'est plus facile de faire de la haute intensité, d'accumuler beaucoup de haute intensité sur le vélo, physiologiquement on a quand même une limite où au bout d'un moment, juste nerveusement, etc., ça Ouais. passe plus, quoi. J'allais dire justement, là où la limite en course à pied, elle peut être un petit peu tendineuse, voire Mm. articulaire, là, la fatigue, elle est peut-être plus nerveuse vraiment Ouais, en vélo, c'est ça? c'est ça, ouais, vraiment, on peut le voir avec ceux qui vont mesurer leur variabilité de fréquence cardiaque. C'est quand même un indicateur qui est assez intéressant, pas indispensable, mais quand même intéressant. Et généralement, quand oui, on fait une séance de haute intensité, le lendemain, on va avoir notre variabilité de fréquence cardiaque qui sera un petit peu plus faible. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue du système nerveux autonome, ça nous a impacté. Et quand on fait de la basse intensité, généralement, on a quand même une tendance à avoir une augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque, parce que c'est quelque chose qui nous fait récupérer, qui stimule plus du coup le système parasympathique, et inversement pour la haute intensité, quoi. Et on a parlé beaucoup du volume. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée à peu près d'un volume moyen d'un Pogacar, peut-être des meilleurs du Mm. peloton, versus toi qui est quand même un très bon niveau, et versus encore plus bas un cycliste du dimanche en recommandation, qu'est-ce que Mm. tu pourrais nous proposer? Ouais, alors à haut niveau, ça va être autour des 20 heures en moyenne. Voilà, pas beaucoup plus. Parfois, ponctuellement, sur des stages d'entraînement où ils sont dans un cadre vraiment où ils vont faire que du vélo, ils ont que ça à faire de leur journée, vraiment tout est optimisé avec tout un staff autour, etc. Ils vont pouvoir faire un petit peu plus. Mais voilà, Après, c'est assez rare je finalement. parlais plus en termes, excuse-moi, volume kilométrique. Tu vois, est-ce que tu vois juste toi en Alors, termes plus d'heures en ou heures, ouais. plus, parce C'est qu'au vrai que quand final, je parle. Pogacar qui fait 20 heures Ah, versus nous quoi, qui faisons 20 heures, je pense qu'on fait pas le même nombre de ah kilomètres. ouais. Ah, clairement, oui, il peut faire 1000 km par semaine sans problème, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, en vélo, on va vraiment plus parler d'heures que de kilomètres. Déjà parce que quand on est en montagne ou quand on est sur le plat, on n'accumule pas du tout la même vitesse, les kilomètres. Donc c'est vrai que c'est pas du tout une mesure qu'on utilise. Euh, Même voilà, quand je pars faire les sorties, quand je planifie des sorties longues, etc., enfin, je vais plutôt parler en heures. On va faire un 5 heures, un 6 heures, un 7 heures. Mais on va pas se dire qu'on va faire un 200 km ou un 180 km. Mais vraiment, on parle en heures. Donc voilà, ça va être environ 25 heures au très haut niveau. Voilà, moi, à mon niveau, je vais pouvoir faire entre 17 et 18 heures par semaine. Et ensuite, après, on va plus être contraint finalement par notre mode de vie, etc. Enfin, on va pas pouvoir accumuler ces heures-là clairement avec un travail, une vie de famille. Donc, moi, je conseille d'essayer de définir combien de temps on a disponible dans la semaine, d'essayer de garder de la marge. L'idée, c'est pas de remplir à 200% Mm. maximum notre semaine. Ça sera pas tenable sur le long terme.
essayer de se garder un petit peu de marge et voilà, de viser quelque chose de soutenable dans le temps, d'avoir quelque chose qui est aussi régulier. Donc voilà, si on estime qu'on a 6 heures par semaine pour faire du vélo, on essaye toute l'année de faire nos 6 heures de vélo et c'est ce qui nous fera le plus progresser. Voilà, à haut niveau, peut-être qu'on va pouvoir faire des semaines de récupération, on va diviser le volume par 2 par exemple pour vraiment récupérer. Mais voilà, quand on s'entraîne entre 6 et 10 heures par semaine, je pense que c'est pas nécessaire. Ce qui sera plutôt nécessaire, ça va être vraiment de maintenir ça sur le long terme. Donc voilà, tout simplement. Et tu vois là où, excuse-moi Vincent, mais là où il y a un piège peut-être avec la course à pied, à vouloir faire trop de volume d'un coup et se blesser, là il y a pas peut-être il y a moins ce piège-là en cyclisme. Donc justement, si j'ai mes 6 heures, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Par exemple, je vais préparer une course là, les Bosses de Provence avec peut-être Vincent, on va se faire ça peut-être en septembre, octobre, on n'en a pas reparlé. Mais tu vois, par exemple, une course de 100 km, je vais préparer ça. Est-ce que c'est mieux au final que je fasse 3 fois 50 km, ou est-ce qu'au contraire, peut-être que c'est mieux que je fasse une grosse séance de peut-être 4 heures et après 2 petites séances à côté, et cette séance-là sera assez spécifique de ce que je vais faire le jour de la course? Ouais, c'est une bonne question. Au final, ça fait assez peu de différence. Ça reste quand même le volume global de la semaine qui est important. Après, le détail en lui-même fait assez vraiment peu la différence. Voilà, je pense que c'est quand même important. Alors, ça peut pas, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose aussi, quoi. Ça peut être peut-être quelques semaines, on divisera sur 3 sorties à peu près identiques. Je pense que c'est quand même important régulièrement d'avoir des sorties longues, de la durée de la course, voilà, 3-4 heures. C'est quand même bien de le faire parce que si on fait que des sorties d'1 heure et demie ou 2 heures, c'est quand même pas vraiment la même chose d'un point de vue fatigue et puis même d'un point de vue confiance, etc. Mentalement, enfin, c'est important de faire des sorties longues quand même. Voilà, à choisir, moi je pense que c'est le plus intéressant d'avoir une sortie longue par semaine et des sorties plus petites dans la semaine, ce qui en plus, c'est logiquement ce qui se fait le plus simplement avec voilà les week-ends où on peut faire des sorties plus longues, quoi. Super. Excuse-moi Tu sais, moi, Vincent. ça me faisait penser, on a reçu Sean de Upside Strength Ouais. qui nous a parlé d'entraînement en endurance et c'était magnifique. Et il a abordé le concept de facteur limitant. Mm. C'est vrai que moi, quand je pédale, le facteur limitant, bah, c'est le mental. Mais le deuxième facteur limitant, c'est les jambes. Il définissait, tu vois, des facteurs limitants plutôt musculaires, ventilatoires ou cardio. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises? Ouais, ouais, carrément, ça me parle. C'est des choses que j'ai pu aussi pas mal tester. Enfin, moi, je suis pas mal porté sur le testing, donc j'ai aussi beaucoup échangé déjà avec Sean par le passé là-dessus sur voilà comment justement optimiser tout ça. Est-ce que bah voilà en faisant différents tests physiologiques avec des tests pour mesurer les échanges gazeux, des tests pour mesurer plus d'un point de vue musculaire l'utilisation de l'oxygène, etc. Et c'est vraiment déterminer ces facteurs limitants là. Bon, depuis quelques années, c'est vrai que j'y suis un peu revenu. Voilà, bon, non, j'utilise plus tellement cette façon de voir les choses d'un point de vue entraînement. Voilà, je me concentre plus sur voilà, travailler un petit peu tout travailler finalement. Effectivement, on a un peu tous des facteurs limitants, mais finalement, alors aussi, je pense que ça dépend aussi de notre niveau d'entraînement. Voilà, plus on est entraîné, bah moins il y a de facteurs limitants qui sont vraiment flagrants. Finalement, tout est un peu près pareil. On a besoin d'un peu tout travailler, mais voilà, il n'y a pas de choses vraiment flagrantes. Donc voilà, ça va dépendre de notre niveau d'entraînement. C'est vrai que du coup, c'est plus vraiment quelque chose que j'utilise. Après, ouais, quand on débute un peu dans les sports d'endurance, si on vient d'un autre sport, peut-être de sport plus explosif, de sport collectif, etc., ça peut être intéressant de creuser ça. Mais ça n'empêche que la base, ça restera toujours la même. C'est pas parce qu'on a un facteur limitant, peut-être musculaire, que on va devoir faire beaucoup plus de travail à haute intensité qu'un autre, parce que quoi qu'il arrive, on va être limité sur le travail de haute intensité qu'on peut faire. Donc pour moi, ça va pas changer grand-chose vraiment. Pareil sur l'entraînement, les entraînements un petit peu accessoires, si on peut parler dans le système respiratoire par exemple. Je trouve ça assez intéressant, mais ça ajoute quand même pas mal de contraintes dans le temps qui peut être un peu limité. Enfin, on n'a pas voilà un temps infini à consacrer à l'entraînement. Et finalement, entre quelqu'un qui fait 5 heures de vélo et 5 heures d'entraînement accessoire parce qu'il va faire un peu de renfo, de muscu, d'entraînement respiratoire, et quelqu'un qui fait 10 heures de vélo, bah, finalement, celui qui fait plus de vélo va quand même être plus fort à la fin parce qu'il fait juste plus de vélo et c'est au final ce qui fonctionnera le mieux, quoi. Et tu sais, le vélo, nous, on l'a abordé plutôt en entraînement croisé, tu vois, Mhm. lié à la course à pied, en disant, bah voilà, comme tu disais, il y a une économie de course quand tu fais du vélo parce que c'est emporté. Est-ce que toi, tu abordes ça à l'inverse avec des entraînements croisés, avec d'autres activités ou pas du tout?
Alors la musculation pour le coup, nous, elle est quand même vraiment utile à haut niveau. Tout le monde en fait généralement. Ça reste quand on a vraiment du temps à consacrer à l'entraînement, c'est super important d'en faire parce que on va développer quand même des qualités physio un peu différemment et ça va nous apporter vraiment un petit plus sur la résistance à la fatigue, notamment voilà, sur pas mal de choses. C'est assez intéressant. Quand on a moins de temps à consacrer à l'entraînement, je vais pas forcément le conseiller. Vaut mieux faire peut-être 1 heure de vélo en plus que d'aller faire 1 heure de muscu. Mais voilà, après ça dépend vraiment de nos objectifs. Si d'un point de vue juste santé, etc., je trouve que c'est quand même intéressant d'être un peu multi-activité plutôt qu'une seule activité. Donc, euh, donc voilà, après c'est à peu près tout. Faire un peu de footing quand même, ça c'est bien. Honnêtement, pareil d'un point de vue santé, tout simplement juste pour la santé osseuse, etc. Enfin, ça montrait plutôt des bénéfices là-dessus. Et quand on fait uniquement un sport porté, on peut quand même avoir tendance à observer une légère déminéralisation osseuse. Donc voilà, un peu de course à pied, un peu de muscu, un peu de vélo, quoi. Et quel type de renfo? Plutôt un renfo de force. Et juste sur la muscu, il me semble que c'était c'est pas il me semble, c'est sûr, c'était le docteur Kuhn qui nous avait dit justement qu'il y avait plus de bénéfices pour un cycliste d'aller courir en termes de performance plutôt Hmm. que d'un coureur d'aller faire du vélo. C'est lui qui l'avait dit, donc justement du fait Ok. de ce travail excentrique Hmm. qu'il peut apporter sur le vélo et inversement qu'on retrouve pas en course à pied. Qu'on Ouais, retrouve pas ouais, pardon sur le vélo. Donc ouais. toi, par rapport à ça, comment tu te places sur le renfo? Est-ce qu'il y a un type de renfo en particulier que tu conseilles à tes athlètes? Hmm. Ouais, carrément. Bah, c'est plus déjà sur de la musculation, donc travailler vraiment plus sur la force max, c'est quand même ce qui sera le plus efficace. Alors pour ça, faut avoir quand même un peu d'expérience en muscu. On se lance pas dans de la force max comme ça du jour au lendemain. Donc si on débute vraiment la muscu, bah faudra quand même plusieurs mois de muscu plus avec des répétitions un petit peu plus longues, un peu plus basse intensité. Moi, je suis plutôt d'avis de faire des amplitudes complètes. Voilà. Je sais pas votre avis là-dessus en tant que kiné, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est aussi intéressant. Des études que j'ai pu lire, finalement, il y a eu pas vraiment de différence d'adaptation sur le vélo en termes de performance entre amplitude partielle et amplitude complète. Moi, je trouve que d'un point de vue santé, quand même, les amplitudes complètes sont vraiment plus intéressantes pour l'aspect mobilité aussi, au niveau des hanches, des chevilles, du dos. Voilà, ceux qui arrivent à vraiment faire des squats complets, développer de la force en plus dans cette position-là. En vélo, ils sont quand même généralement plus à l'aise en position aéro, enfin ça trompe pas trop. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez complémentaires. Du coup, voilà, les exos assez basiques, hein, squat, fente, voilà, c'est pour moi les 2 exos qui sont les plus importants en muscu. Et après, on peut renforcer un petit peu plus spécifiquement des muscles plus petits, voilà, sur les mollets, les ischio-jambiers, les fléchisseurs de hanches, mine de rien, qui sont quand même souvent utilisés en vélo. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de renforcer et, euh, et qu'on peut travailler bah, aussi en muscu. Et voilà, hein, On a vu clairement. la routine de Kevin Vauclin là, qui était justement en train de travailler ses lombaires tous les Mm. matins là aussi. L'importance peut-être de renforcer le dos. Est-ce que tu Ouais. bosses aussi un petit peu le haut du corps ou pas spécifiquement? Un peu, ça dépend aussi des profils, du temps à disposition. Mine de rien, ça prend toujours Ouais, du c'est temps en sûr. plus. Mais si on peut, ouais, ça fait pas de mal, hein. Globalement, ça fait pas de mal, c'est sûr. Et comment tu te places? Parce que le poids du coureur a un gros impact Mm. sur la performance. Plus je vais faire de la muscu, plus je vais développer ma masse musculaire et plus je Ouais. vais être lourd. Ouais, c'est pour ça sur le haut du corps quand même, on y va doucement. C'est rare de. Voilà, déjà rien qu'en fait finalement je trouve on peut faire des amplitudes complètes. Si on fait des squats lourds, squats complets lourds avec une barre sur le dos, honnêtement on travaille déjà quand même bien son haut du corps, son gainage, etc. Ça sera bien renforcé. Sinon on n'arriverait tout simplement pas à porter lourd sur le dos en squat complet. Donc déjà moi ça je trouve ça peut suffire. Et si on a le temps on peut en faire un petit peu plus, mais voilà c'est pas non plus une priorité parce qu'effectivement si on développe trop de masse musculaire sur le haut du corps, on n'a pas tous pareil, il y en a qui vont prendre facilement de la masse musculaire sur le haut du corps. Après, quand on fait quand même 20 heures de vélo par semaine, on prend pas du muscle comme ça, hein, parce qu'on n'est pas, voilà, on est quand même dans un déficit énergétique assez constant. Voilà, même si on mange beaucoup à côté, on développe pas beaucoup de muscles. Et même quand on fait de la muscu sur le bas du corps, etc. Enfin, c'est rare qu'on prenne vraiment beaucoup de poids, quoi. Quand on fait beaucoup de sport d'endurance à côté. Ben, super, je pense qu'on a été quand même assez complet. On avait des petites questions juste à la fin. Donc, on parlait aussi de la position danseuse qui peut Mm. être intéressante. Dans quel cas l'utiliser? Plutôt en côte, plutôt. On sait qu'elle est efficace, mais peut-être qu'elle n'est pas très aéro. Donc, c'est Ouais. quoi ton positionnement? Ouais, carrément. Bah,
c'est intéressant de savoir déjà le faire parce que bon, c'est pas forcément évident quand on débute le vélo, mais c'est important de le travailler un petit peu déjà juste parce que ça nous permet de nous relâcher, de travailler un peu d'autres muscles. Donc c'est vrai que pour durer dans le temps, ça fait du bien et donc vraiment ça nous permet de se relâcher. Mais d'un point de vue performance, c'est effectivement pas très efficace parce que c'est pas aéro du tout. Clairement, on va beaucoup plus vite en restant assis et même en course, bah en fait, si on est en danseuse, on va protéger aussi beaucoup plus ceux qui sont derrière nous. Donc moi, pour les coureurs que j'entraîne, je vais vraiment les forcer à travailler assis parce que même voilà, on peut faire l'expérience avec un copain. Si on fait une côte à bloc où lui il est en danseuse devant nous, il suffit que la côte soit un petit peu roulante ou voilà, on est à plus de 20 km/h et on refait la même où il est assis. Clairement, ça sera beaucoup plus difficile de suivre quand il sera assis que quand il sera en danseuse. C'est assez impressionnant la différence. Et donc voilà, en course du coup, bah il faut savoir mettre des watts en étant assis. Donc ça s'entraîne. Et voilà, les deux s'entraînent. Hein. Faut aussi savoir en faire en danseuse parce que dans les pourcentages très raides ou quand vraiment faut accélérer très fort, on est quand même plus efficace en danseuse. Quand vraiment faut sprinter, c'est quand même plus efficace en danseuse, quoi. Donc voilà, faut un petit peu tout travailler, mais priorité quand même à la position assise qui sera plus efficace, plus rapide. Voilà, mais du coup, garder la position danseuse sur les bosses où là ça roulera moins vite et du coup l'impact aéro est quand même moindre. Voilà, si on est à 10 km/h que c'est raide, on peut se mettre en danseuse, l'impact aéro il sera assez faible, quoi. C'est vrai qu'ici, on est sur 1000% et on a l'amour du beau geste. L'attaque en danseuse, quand même, elle fait plaisir, celle-là. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Si elle est belle, elle est bien faite en étant de derrière. C'est vrai que en vélo, bah il y a aussi tout un aspect jeu, tactique que moi j'adore personnellement sur les courses. Et voilà, après quand on commence à un petit peu maîtriser tout cet aspect-là, d'arriver derrière avec de l'élan, de faire un petit peu l'effet de surprise, etc. On peut vraiment s'amuser en vélo et voilà, faire une belle attaque en danseuse où voilà notre adversaire est déposé, ne peut pas nous suivre. C'est beau. C'est vrai qu'il Ouais, faut, elle fait mal il à la f- tête, celle-là. c'est vrai qu'il faut conseiller aux auditeurs qui aiment le vélo et qui peut-être ont pas forcément envie de faire une course, mais d'essayer quand même un jour parce que c'est quand même quelque chose de ne serait-ce que prendre des roues, prendre des groupes, Mm. c'est tellement addictif, je trouve, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu au triathlon et qu'on a surtout sur les formats longs, on n'a pas le droit de prendre les roues Mm. malheureusement et ça change complètement la course. Mais lancez-vous, inscrivez-vous, hein, si certains hésitent, ça sera une belle expérience. Je sais pas si t'as moi Clairement. j'avais une question, Vincent, après je sais pas si tu en as une. C'était, est-ce qu'il existe différents types de pédalage pour se reposer? Tu sais, essayer peut-être à des moments où on sent que ça commence à tirer, mais je vais changer mon pédalage. Est-ce que ça peut exister ou ça n'a pas forcément de sens? Non, pas vraiment, pas vraiment. Je réfléchis, mais non, non. Pas, de toute façon, on n'a pas 15 000 options hein, sur le geste pédalage. C'est un geste qui est très fermé quand même, donc on n'a À part se pas. mettre en danseuse ou Ouais, assis sur la selle, c'est les deux seules possibilités pour changer c'est vraiment ça. les corps musculaires. Ouais, ouais, ouais. Solution de secours, si on a besoin de se détendre un peu, on peut tendre notre jambe, on peut déclipser notre pédale si on a des pédales automatiques, c'est de voilà, tendre un petit peu la jambe. Des fois, ça peut faire du bien, mais ouais, non, sinon, il y a pas beaucoup d'options, hein. Super. Et après, juste au niveau du réglage du vélo, est-ce que tu as deux, trois conseils à donner à nos auditeurs qui peuvent être intéressants? Mmh, ouais, clairement, bah déjà, ouais, c'est la base, ça restera le confort quand même. Alors certes, la performance, la position agressive, ça sera important, mais si on n'est pas confortable dessus, ça sert à rien. Donc, faut vraiment être confortable et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi, même à très haut niveau. C'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être il y a 10 ans, et les positions étaient vraiment extrêmes. Maintenant, on y revient un petit peu en arrière. Et voilà, même chez les pros, on va avoir des positions un petit peu plus confortables parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être plus aérodynamique au final. Si on est plus confortable, on aura moins de mouvements parasites, on va moins fatiguer, on va pouvoir être plus penché, d'être mieux posé. Donc souvent, la différence entre le poste de pilotage et la selle, des fois peut être un petit peu trop importante. Et voilà, justement, bah, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les pros au niveau remonter les postes de pilotage, où avant c'était coupé au niveau de la bague au niveau de la direction vraiment le plus bas possible, parce qu'on disait que plus on est bas, plus ça sera aérodynamique. Finalement, on se rend compte qu'en fait, bah, le poste de pilotage est tellement bas que finalement déjà on va avoir tout notre buste qui va être exposé au niveau du vent, donc c'est pas du tout optimal. Puis on va avoir nos bras qui vont être presque tendus, ce qui est pareil, pas du tout optimal d'un point de vue aéro. Alors que finalement, quand on a notre poste de pilotage qui est plus haut, dès qu'on va se pencher, on va pouvoir l'atteindre facilement et bah, finalement vraiment pouvoir plier les coudes, rentrer la tête dans les épaules et être plus rapide comme ça. Donc voilà, essayer du coup de pas descendre son poste de pilotage au plus bas. Moi, ça c'est un bon conseil, pas avoir
La potence trop longue aussi, c'est un piège qui peut facilement créer des douleurs. Alors, faut être adapté à notre morphologie, hein, évidemment. Quand on est grand, on a besoin d'une potence longue. Mais sinon, voilà, c'est quelque Oui, chose à regarder la pour pas que potence, ce c'est soit ce trop long. qui est, pour les gens qui connaissent pas, c'est juste ce qu'il y a devant le guidon, c'est ça, hein, qui rallonge Ouais. en fait ou qui raccourcit la place du guidon. C'est ça. Ouais. Mais finalement, là, on a quand même pas mal d'options. C'est vrai qu'on sait peut-être pas forcément choisir si on n'est pas bien conseillé. Voilà, ça peut aller des potences de 7 cm à 12, 13, 14 cm, quoi. Donc, généralement, voilà, autour de 10 cm, c'est une bonne moyenne, 10, 11 cm. Mais voilà, adapter selon notre morphologie, ça se change aussi. Ça faut pas hésiter. Voilà, essayer d'adapter, de faire des tests. Parce que c'est un peu que comme ça parfois qu'on peut savoir vraiment quelle est la position qui nous convient le mieux, quoi. Et sur le dernière question, c'est vrai que peut-être que Vincent il craquera un jour. Je pense qu'il va craquer un jour, c'est sûr. Et sur le choix du vélo, déjà, si je veux améliorer mon vélo, est-ce que je vais plutôt changer mes roues, mettre des roues carbone? Et quel poste, tu vois, si j'avais un vélo que je voulais pas Hmm. forcément racheter un nouveau et mettre de l'argent, je change quoi? Plutôt mes roues, plutôt derrière mon dérailleur, mes chaînes, qu'est-ce que je modifie pour Ouais, optimiser ma vitesse surtout? ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question que ça dépendra finalement de d'où on part. Alors parce que les roues c'est souvent surcoté quand même, ça coûte quand même très cher, hein, mine de rien. Les roues assez haut de gamme, ça peut vite voilà coûter plus de 1000 euros, hein, enfin même beaucoup plus que 1000 euros parfois. Donc c'est un investissement qui est assez important pour finalement peu de gains de performance. Alors évidemment ça dépend d'où on part. Si on a vraiment des roues très bas de gamme, très lourdes, uniquement en aluminium par exemple, voilà, ça sera peut-être intéressant de passer sur des roues carbone quand même. Il y a un gain de confort, de performance qui est assez important. Après, sinon, je pense un des meilleurs retours sur investissement, déjà, ça va être sur la tenue, avoir une tenue qui est bien ajustée. Ça coûte pas forcément cher. Comparé à une paire de roues, voilà, pour 100, 200 euros, on peut avoir une excellente tenue qui sera vraiment performante et aérodynamique. Et sinon, ça va être les pneumatiques aussi. Pneumatiques, c'est assez important, mine de rien. Il y a des vrais gains à faire dessus. Et entre un pneu basique, si on ne fait pas attention, et un bon pneu, peut facilement y avoir une vingtaine de watts en tout, quoi. Donc c'est pas rien. Voilà, moi je conseille les pneus de la marque Continental, un Grand Prix 5000. C'est très bien, ça passe partout, c'est une bonne résistance à la crevaison, ça roule vite. Ça c'est d'excellents pneus et voilà, en modèle pneu, ça coûte 50 euros il me semble. Donc c'est voilà, si on change nos deux pneus, ça reste assez abordable et voilà, un pneu qui est usé, c'est moins performant, plus de risques de chute, plus de risques de crevaison. Donc avant une course, faut essayer de partir sur des pneus neufs ou en tout cas changer récemment, parce que voilà, dès que nos pneus commencent à être usés, on perd vraiment beaucoup en rendement et en performance. Pareil pour la chaîne, une chaîne qui est usée, forcément, c'est une chaîne qui aura un petit peu de jeu finalement entre chaque maillon de la chaîne, ce qui fait qu'à chaque coup de pédale, on va étirer un petit peu notre chaîne, on va perdre de l'énergie là-dedans et on va aussi abîmer tout le reste de notre matériel, nos plateaux, notre cassette, tout ça va s'abîmer parce qu'il y aura un petit peu de jeu, donc ça va créer encore un petit peu plus de frottement et d'usure et de friction. Et le jour où on faudra changer notre chaîne parce qu'elle sera vraiment usée, finalement on aura abîmé tout le reste et il faudra tout changer. Et ça va nous coûter vraiment très cher. Alors qu'en fait que quand on change nos chaînes régulièrement, ça ne coûte pas forcément très cher, une vingtaine d'euros une chaîne, en fait on va pas abîmer le reste et on n'aura pas besoin de changer nos cassettes et plateaux. Donc ça c'est un petit truc à faire quand même assez régulièrement. Et, euh, et voilà, donc Et tu ouais. conseilles de faire une révision tous les ans si on roule assez régulièrement, 3-4 fois par semaine? Est-ce que c'est recommandé ou après ça Ouais, dépend, j'imagine, du niveau de mécanique de chacun peut-être c'est aussi. ça. C'est ça, ouais. C'est vrai que si on peut développer un peu de compétences personnelles en mécanique, ça peut aider. Rien que voilà pour se sortir de situation, si on est, voilà, si on est un peu perdu dans la pampa tout seul, voilà, essayer de comprendre un petit peu où est le problème, ça aide. Donc voilà. Après, sinon oui, effectivement, tous les ans, je pense que c'est le minimum. Plutôt là faire le tour, contrôler que l'usure soit ok, que voilà, on n'oublie rien. Et voilà, je pense que c'est bien. Bah, super, vas-y, Vincent. Ouais, bah, je vais craquer là. C'est quoi les critères pour s'acheter un bon vélo alors sur quoi tu te bases? Mmh, moi, je vais regarder plutôt si c'est un vélo en termes aérodynamique. Est-ce que voilà, c'est un plutôt bon vélo ou pas? Alors maintenant, à peu près tous les vélos sont assez bons. On fait pas d'assez grosses différences finalement sur les cadres. Alors moi personnellement, oui, si je devais choisir, je vais essayer de choisir vraiment le vélo le plus rapide. Mais la réalité, c'est qu'entre différents cadres,
allez, il va y avoir entre 5 et 10 watts maximum d'écart à 40 km/h. Alors que si on remet ça par rapport à une position, par exemple, à 40 km/h, il peut y avoir 40 watts entre deux positions. Donc finalement, la position, c'est gratuit, ça coûte rien, et ça va nous faire économiser bien plus qu'un changement de vélo parfois. Donc voilà, finalement, ça remet quand même un petit peu les choses en perspective. Et si on doit choisir un vélo, bah, on peut aussi choisir celui qui nous plaît le plus. Voilà, c'est pas forcément d'un point de vue performance. Après, voilà, ils se valent tous maintenant assez. Et voilà, sur les bons vélos, ils se ressemblent un peu tous d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Est-ce qu'en termes de performance, il y a un plus gros gap entre les vélos à 1000, 2000 euros versus les vélos à 4 5000? Ou alors est-ce qu'il y a plus de différence encore entre les vélos à 4 5000 et les vélos à 10 000 et plus? Non, je pense qu'il y a quand même plus de différence entre un vélo à 1000 et 4000 qu'au-delà, passer 4-5 000. Bon, il n'y a pas vraiment de différence, on va surtout gagner en poids. Voilà, alors que par contre, c'est vrai que sur un vélo vraiment bas de gamme et milieu de gamme, on va aussi gagner quand même vraiment en confort d'utilisation sur les changements des vitesses, sur le freinage, ce genre de choses. Si on passe sur une transmission électrique, c'est un confort vraiment une fois moi voilà, ça fait quand même des années que j'ai pas utilisé une transmission mécanique, on appelle ça. Donc voilà, quand on change les vitesses électriquement, comme ça paraît vraiment futile et gadget, mais c'est quand même très agréable. Ça passe tout seul, ça fait pas de bruit. Là maintenant c'est assez simple, c'est que l'électronique, donc même pour régler son dérailleur, il y a pas 15 000 vis ou de choses à régler. Finalement, c'est juste avec le téléphone, c'est connecté, et puis on peut ajuster vraiment la position du dérailleur et après ça bouge plus. Donc ça c'est un vrai gain. Après sur le freinage, voilà, c'est vrai que depuis quelques années la plupart des vélos sont uniquement à disque. Je trouve que c'est quand même un petit gain de confort et on freine quand même mieux à disque que à patin, mais voilà, la différence c'est pas non plus folle, quoi. Et au niveau, juste dernière question, sur le choix du plateau, qu'est-ce que tu conseilles en termes de développement? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question aussi parce que effectivement, je parlais de la cadence, que finalement on pouvait se laisser un petit peu aller sur la cadence et essayer de choisir quelque chose qui est assez naturel, mais finalement si on n'a pas la possibilité parce qu'on est juste à bout de braquet, bah on va être coincé, peut-être là qu'on sera dans quelque chose qui sera pas du tout optimal et accumuler énormément de fatigue juste parce qu'on n'a pas le bon braquet. Donc ça c'est vrai que c'est super important, surtout sur les épreuves de montagne. Je dirais qu'il faut avoir presque le braquet le plus petit possible au final, hein, vraiment pas hésiter à avoir vraiment de la marge. Donc voilà, maintenant, les cassettes, donc ce qui va se trouver à l'arrière, vraiment posé sur la roue, on a des cassettes qui ont un étagement assez important, ce qui fait que on peut avoir 34, 36, voire peut-être même plus encore en grand pignon. Et c'est surtout ça qui aura un impact sur le développement. Après, au niveau des plateaux, voilà, je crois que c'est 50-34, c'est quelque chose qui se retrouve assez régulièrement sur les vélos, plutôt pour les débutants, etc. Et c'est bien qu'on a 50-34, on passe un peu partout. Si derrière on a un 34 aussi, on a 11-34 sur la cassette, bon, ça passe un peu partout, quoi. Moi, c'est vrai que le problème que j'avais, notamment sur mon vélo, c'est qu'en descente, je suis en grand plateau, je sens que je mouline dans le vide et c'est vrai que Ouais. c'est frustrant, mais je crois que j'ai pas 50 devant, je crois. J'ai un peu, il me semble que j'ai un peu moins, je crois que j'ai 48, je sais plus. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez gênant, donc c'est quand même des critères qui sont importants quand vous prenez un Ouais. vélo. Après, ça, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, enfin, surtout la cassette. Je sais pas si le grand plateau, c'est plus Ça onéreux. dépend. Après, ça Ouais. dépend. C'est vrai que c'est aussi quelque chose. Plus on monte en gamme sur le vélo, après donc tous les accessoires vont généralement monter en gamme, ce qui fait que quand on remplace un truc, bah ça coûte aussi beaucoup plus cher, quoi. Comme les voitures, c'est comme les voitures, c'est la même chose. C'est exactement pareil, ouais. Donc ça va sur un vélo bas de gamme, finalement changer les plateaux, etc. Ça coûte pas grand chose, mais voilà, sur les très haut de gamme, ça peut vite coûter très cher si on veut rester dans le même niveau de gamme, quoi. Bah, super. Et En tout cas, si vous avez des questions sur un choix de vélo et si vous voulez conseiller notamment un vélo à Vincent qui va craquer dans peut-être pas longtemps, n'hésitez pas à lui suggérer quelques vélos. Je sais pas si tu as une question, Vincent, ou c'est bon. On va pouvoir se Non, rader non, le mais tour là, ça va arriver. Hein. C'est au ouais, Mont Ventoux voilà, aujourd'hui. Hein. ça va arriver. Là, on va se Peut-être un, faire la fin peut-être d'étape. un petit pronostic peut-être de Mathieu pour cette fin de tour. Qu'est-ce que tu vois alors? Est-ce que tu penses Pogacar c'est fini ou est-ce qu'on a encore un espoir? J'ai vu qu'il était un petit peu malade. Ah ouais, bah je sais pas, non, je suis pas sais persuadé pas. qu'il y ait un gros espoir de À me part, faire ouais, renverser le général, je pense. à part une chute, ça va être Ouais, compliqué. Mais en tout cas, ouais, merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Merci à toi, Mathieu, d'avoir été présent. Merci à toi, Vincent, comme d'habitude. On Et s'est régalé. on se retrouve très vite. Hein, et pédalez bien surtout. Ciao, ciao. Ciao. yes, Salut. ciao.